BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno, vous le savez, on est là tous les week-ends, merci d'être là. On va maintenant évoquer les satellites et la transmission par satellite. C'est un sujet qui est, personnellement, je trouve fascinant, avec en plus tous ces projets, Elon Musk et son Starlink, il y a aussi OneWeb, un projet un peu plus européen, et puis il y en a beaucoup d'autres. Et puis après, il y a des actualités liées aux satellites qui peuvent interpeller, comme par exemple cette rumeur concernant l'iPhone 13. Je vous rappelle qu'au moment où on enregistre cette émission, l'iPhone 13 n'a pas été annoncé, mais il y a une rumeur depuis quelques jours qui plane concernant une éventuelle transmission de l'iPhone 13 par satellite pour des appels d'urgence. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que techniquement, c'est possible ça ? Est-ce que technologiquement, un petit appareil peut communiquer avec un satellite comme ça pour même des appels d'urgence ? Et eh bien, nous avons un spécialiste qui est avec nous en studio, qui est venu spécialement de Toulouse pour nous. Bonjour Alexandre Tisserand. Bonjour François. Merci d'être avec nous. Vous êtes le CEO de Kineis. Tout à fait. Parce qu'on parle beaucoup de l'expertise spatiale des Américains, mais franchement, historiquement, la France est plutôt bien placée, l'Europe, avec Toulouse, bien sûr, Ariane Espace. Il faut savoir qu'il y a un pôle Space Tech à Toulouse qui est impressionnant. Et vous en faites partie. Kineis, vous allez un petit peu nous expliquer ce que vous faites, d'autant que vous êtes vraiment dans l'opérationnel. Vous avez des projets monstrueux. Vous avez levé 100 millions d'euros l'année dernière. Alors présentez-nous un petit peu ce que vous faites. Oui, bien sûr. Donc Kineis, c'est un opérateur satellitaire, fournisseur de connectivité globale pour l'Internet des objets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on connecte n'importe quel objet autour de la planète, en tout point du globe, d'un pôle à un autre, du désert jusqu'au milieu des océans, pour les suivre et faire remonter à peu près n'importe quelle information. Donc concrètement, c'est des petits objets qui vont se placer sur des animaux sauvages historiquement, sur des bateaux de pêche, sur des containers, des wagons, même monitorer des pipelines, ce qu'on veut, et qui vont donc émettre régulièrement des petites infos, vraiment en mode Internet des objets, IoT, sur les satellites qui vont les capter et redescendre l'information chez nous à Toulouse. Pour les géolocaliser, par exemple ? Pour les géolocaliser, par exemple, si vous faites en tant que scientifique du suivi d'animaux sauvages, vous allez remonter une position, mais aussi peut-être l'environnement, donc la lumière, la pression, l'humidité. Vous mettez les capteurs que vous voulez, dès lors que l'objet est assez petit, et vous remontez cette information-là. Ça peut avoir plein d'utilités dans l'agriculture aussi. Bien sûr, tout à fait. Suivi d'animaux d'élevage, le monitoring de silos de grains. Il y a énormément d'applications sur ce sujet. Donc il faut un petit objet, bien sûr, sur l'animal. On prend l'exemple de l'animal. Par exemple, je veux suivre, des lions. Par exemple, donc je leur mets un collier. Voilà. Avec un gros appareil, ça ressemble à quoi en fait votre petit objet ? Sur les animaux, ça dépend vraiment des animaux. C'est-à-dire qu'on va avoir le coucou qui fait 100 grammes, on va avoir une toute petite balise qui fait 3,5 grammes, c'est la plus petite qui existe aujourd'hui. L'ours polaire, à l'inverse, il va avoir un collier qui fait quelques kilos. Il y a une règle qui dit qu'il ne faut pas que ça fasse plus de 3% du poids de l'animal, parce que sinon après ça le dérange. Et du coup, ça le dérange, et puis il va essayer de l'enlever. On l'observe mal. Donc ça dépend un peu des objets. Là par exemple, j'ai avec moi le petit module qu'on fabrique qui fait 2 cm par 3. On prend ça, on met une batterie, une antenne et puis un casing, et ça fait un objet qui communique par satellite. On a même un objet encore plus petit qui est cette petite puce-là, qui fait 7 mm de côté, qui est encore plus intégré que le module et qui permet de faire les mêmes fonctionnalités. D'accord. Et donc voilà, donc ça se met sur les animaux, ça se met sur, comme je disais, des flux logistiques, ça se met même sur des balises qu'on peut développer pour des individus, par exemple des randonneurs qui vont partir dans l'Himalaya pendant plusieurs semaines, ils peuvent avoir une petite balise qui leur permet de émettre régulièrement. Avec une précision de géolocalisation qui est bonne ? Et alors ça dépend, oui, c'est-à-dire que soit on peut décider que c'est une puce à l'intérieur, typiquement GPS ou Galileo, qui va faire le calcul de localisation et puis la remonter. Donc là, c'est la pression de la puce en question. Mais ça consomme de l'énergie. Et donc, dans l'Internet des objets, le gros sujet, c'est la consommation d'énergie. Et donc, si on veut optimiser cette consommation d'énergie, on peut enlever cette puce-là, et c'est le satellite qui va faire le calcul de la position à la place de l'objet. Parce que les satellites sont défilants, il y a un effet Doppler, et cet effet Doppler il nous permet de calculer une position qui est moins précise, qui est de l'ordre de 100-150 mètres. Mais bon, si vous suivez un ours polaire sur 10 ans, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Après, si vous suivez un container, peut-être que ce sera plus gênant, ça dépend un peu de vos usages. Donc là, il y a un compromis à faire entre la précision et la consommation d'énergie, et c'est tout l'objet de notre accompagnement dans tous les constructeurs de terminaux qui veulent en développer. Très bien, on parle beaucoup de Sigfox, de LoRa, vous êtes un peu le Sigfox ou le LoRa, mais du satellite avec une couverture mondiale d'un coup, parce que évidemment le satellite
à enfin, si on arrive à... Là, je crois que vous vous apprêtez à en lancer 25. Oui, tout à fait. Ça En fait, aujourd'hui, on a 8 satellites qui sont sur des orbites polaires, donc qui passent par les pôles, oui. et donc qui couvrent vraiment toute la Terre. Et on va en lancer 25 supplémentaires, donc dans 18 mois. On a communiqué hier sur le fait qu'on allait partir avec un lanceur néo-zélandais qui s'appelle Rocket Lab. Et donc, on va lancer ces 25 nanosatellites qui font 30 kg chacun, donc qui sont assez petits, qui va permettre du coup de, on voit l'animation, de couvrir vraiment l'entièreté de la Terre pour avoir du quasi-temps réel en tout point du globe sur cette connectivité Internet des objets. Ouais, c'est passionnant tout ça. Ouais. Quand on voit les échelles, par exemple, de Starlink, qui est un autre projet complètement faramineux, avec 30 000 satellites pour couvrir le monde entier et avoir une qualité fibre optique à peu près partout, c'est dingue. Non, exactement. Et alors, c'est la comparaison avec LoRa, par exemple, était intéressante. C'est-à-dire que nous, par rapport à Starlink, par exemple, on va être un peu comme LoRa par rapport à un Bouygues, un SFR, un Orange. C'est-à-dire qu'on va se spécialiser dans la connectivité pour l'Internet des objets. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait se dire qui peut le plus, peut le moins. Si je fais du haut débit, de la 4G avec du Starlink, alors je vais pouvoir connecter n'importe quel objet. En fait, oui, mais non, parce que tout réside dans le terminal. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur la consommation d'énergie. En fait, votre iPhone aujourd'hui, il se connecte au réseau 3G, 4G, ça marche très très bien, mais au bout d'une journée, vous parliez de la recharge tout à l'heure, il faut les recharger assez régulièrement. Évidemment, si vous suivez un animal ou un container, vous n'allez pas le recharger tous les jours. Bah non, on peut pas lui dire tu viens à côté d'une prise. Exactement. C'est pas possible. Et donc, après, il y a peut-être le solaire aussi, non, qui peut marcher. Tout à fait, le solaire peut être une solution à ça. Malgré tout, les quantités d'énergie dont on parle, on a quand même besoin de quelque chose d'un peu nouveau. Et donc, c'est là où Sigfox, LoRa et nous, avec le spatial, on apporte une technologie qui est différente, c'est-à-dire que tout ce qui est radiofréquence, les formes d'ondes, le protocole, tout est optimisé pour vraiment dépenser le moins d'énergie. On envoie des tout petits paquets avec très peu de protocoles. Avec des autonomies qui peuvent aller jusqu'à combien en fait? C'est plusieurs années. La plus grande autonomie qu'on connaît, c'est 12 ans parce qu'on a suivi une cigogne pendant 12 ans et en fait, ça s'est arrêté parce que la cigogne est morte. Oui, la pauvre. Voilà. Déjà, ça vit 12 ans une cigogne. C'est fou ça. Oui, tout à fait. Ouais. Incroyable. Je ne savais pas. Et vous avez su où elle est morte en fait en plus. Et oui, tout à fait. Donc elle est décédée en Suisse. Elle faisait ses migrations depuis la Suisse jusqu'au Sahara en passant par l'Espagne. Elle a fait une retraite dorée en plus en Suisse. C'était la classe quand même. N'est-ce pas? Bon, ne nous égarons pas, Alexandre. Alors, c'est super intéressant tout ça parce que on voit qu'il y a une accélération du space tech. Juste une petite question. Vous vous apprêtez à lancer donc 25 satellites. Vous avez dit que vous avez pris un lanceur néo-zélandais. Pourquoi pas un lanceur français? Parce que vous êtes une boîte française. C'était compliqué, économiquement, c'était pas viable. Quelles ont été les contraintes? C'est essentiellement des raisons techniques, en fait. C'est-à-dire que lancer une constellation, alors on parle beaucoup d'Elon Musk et de Bezos, et voilà, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, lancer des constellations, c'est assez nouveau malgré tout. Donc, SpaceX, il a son propre lanceur, il fait ce qu'il veut. Mais nous, on a donc ces 25 satellites qui sont répartis en 5 orbites polaires, donc qui tournent autour de la Terre, répartis comme des quartiers d'orange, si vous voulez. Et donc, il nous faut lancer 5 satellites par 5 satellites sur ces 5 orbites. Comme ils sont petits, ils font 30 kg, on lance 150 kg à chaque fois. On ne peut pas remplir un lanceur européen. Qui est un gros mammouth qui, lui... Sans même parler d'Ariane 5, un Vega, à l'altitude où on va, 650 km, ça embarque une tonne 5. Donc nous, on remplit 10% du lanceur. Donc on ne va pas se le payer. Non. Donc on peut faire, mais il faudrait partir en passager d'un plus gros satellite qui va sur cette orbite-là, un peu le Airbnb de la fusée. Oui, c'est-à-dire que là, il faudrait qu'il y ait de la place dans un container, quoi, en gros. Exactement. Voilà. Et alors, autant sur une orbite, on peut avoir la chance qu'il se trouve que par hasard, il y en a un qui tire sur la bonne orbite, mais les 5 orbites, dans le délai de 9 mois qu'on s'est fixé pour lancer l'entièreté de la constellation, il n'y avait que Rocket Lab, en fait. Et donc, du coup, il fallait prendre des micro-lanceurs, effectivement, qui sont des fusées beaucoup plus petites. Pour le coup, on remplit complètement. Donc, on décide de quand on part, on décide de où on part. Et c'est cette flexibilité-là qu'on est venu chercher avec un lanceur comme Rocket Lab. D'accord. Bon, peut-être que ça inspirera des lanceurs français de se mettre sur ce marché. Il y a des projets en France, en Allemagne. J'imagine qu'il y a un business monstrueux qui doit commencer à Donc, dans quelques années, on devrait voir ça en Europe. Alors Alexandre, cette rumeur concernant l'iPhone 13, vous l'avez suivie tout comme moi. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est possible, à votre avis, avec un téléphone qu'on a dans la poche, on est dans une zone où il n'y a pas de réseau, ça arrive encore, des zones blanches, en pleine mer, on a un danger, etc. On est dans une situation de détresse. Est-ce qu'on pourrait, avec ce téléphone, passer un coup de fil ou envoyer des messages via un satellite? Alors,
c'est compliqué et en fait ça va dépendre du design du téléphone. Et c'est là où quand on parle d'Apple, on se dit que la rumeur est simplement une rumeur. Aujourd'hui, il existe des systèmes satellitaires où on a des téléphones satellites, ça existe depuis longtemps. Tout le monde a peut-être en tête les images de téléphone avec les grandes antennes qui se déploient. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces antennes-là ? Parce que les satellites, ils sont loin. Quand vous appelez à votre téléphone mobile, l'antenne relais, elle est à centaines de mètres, voire quelques kilomètres tout au plus. Là, les satellites, ils sont entre 500, 1000, 1500 km. 1500 km, c'est Oslo, c'est Lisbonne, c'est Tunis. Donc imaginez, vous êtes là avec votre téléphone et votre antenne vous captez relais, le réseau de... Ouais. Bon, c'est quand même assez loin. Donc là, on se dit, il faut envoyer un peu de puissance. Et donc, soit c'est le satellite qui est très très gros, qui a énormément de puissance, qui permet de récupérer l'information de manière très fine, soit à l'inverse, c'est le téléphone, soit c'est un peu les deux. Bon, les satellites, ils ont des ressources limitées, même avec l'évolution des technologies, ils n'ont pas la capacité de recevoir toute cette puissance-là. Et à un moment, il y a la physique qui joue, c'est-à-dire que vous êtes sur des fréquences qui nécessitent une certaine longueur d'onde et donc une certaine longueur d'antenne. C'est de la même manière que sur votre voiture, vous avez toujours, malgré des décennies d'innovation technologique, une petite antenne qui sort derrière pour écouter la radio, parce que c'est la fréquence qui veut ça, malgré toute l'énergie que vous avez à bord. C'est une question de... Et oui, si on n'a plus cette antenne, on capte moins bien. Voilà, exactement. Donc il n'est pas impossible que demain, sur des fréquences qui seront différentes, avec des gestions de puissance qui seront différentes, on arrive à faire ce genre de choses. Mais aujourd'hui, ça semble un peu compliqué. Et alors, cette rumeur, en plus, elle est basée sur... Il y a un autre indice qui nous dit que ça n'est qu'une rumeur. Elle est basée sur ce blogueur chinois qui a vu que dans la chaîne d'approvisionnement des iPhone 13, il y avait une petite puce, donc qui ressemble à celle-là, mais qui en a une autre, de Qualcomm. Oui, tout à fait. Qui implémente... Une modification d'une puce connue, qui implémente une nouvelle bande de fréquence, la bande N53, pour être très précis, qui se trouve être une bande qui appartient aujourd'hui à un opérateur télécom qui s'appelle Globalstar. Globalstar, c'est un opérateur satellitaire, ils ont 48 satellites, et eux, typiquement, ils ont des téléphones satellites avec des antennes qui se déploient. Donc évidemment, on imagine que la rumeur va bon train, c'est assez logique de penser ça. Pour autant, quand on creuse un peu, de quoi on se rend compte, donc il y a ce sujet physique qui quand même va assez rapidement limiter l'usage, et on sait bien qu'Apple, ils développent des produits de qualité, donc ils ne vont pas sortir quelque chose qui marche à peu près, ils vont sortir quelque chose qui marche parfaitement. Et puis ils vont pas sortir un iPhone avec une antenne de 2 mètres. Non, ça n'arrivera pas. C'est pas possible. Et il se trouve en fait, quand on creuse, que Globalstar, cette petite bande-là, en fait, à l'UIT, donc qui est l'Union internationale des télécommunications, qui est vraiment l'ONU des fréquences, si vous voulez, qui règle toute la planification des fréquences. Qui est l'ARCEP au niveau mondial. Exactement. Ils ont poussé pour que cette petite bande-là, en fait, qui est aujourd'hui une bande réservée aux satellites, puisse être utilisée en terrestre. Donc en fait, c'est le mouvement inverse qui s'opère. C'est-à-dire que Globalstar essaye de monétiser sa bande satellite qui est sous-occupée dans des réseaux terrestres pour la 5G. C'est-à-dire qu'ils veulent louer en fait leur bande à des opérateurs télécoms terrestres pour la 5G, donc faire des revenus comme ça. Et donc, notre analyse, c'est partagé par quelques techniciens sur le net quand on creuse un peu, c'est que en fait, c'est simplement Qualcomm qui implémente toutes les fonctionnalités 5G, c'est normal. Et qui s'ouvre des bandes de fréquences supplémentaires qui au cas où permettront à un iPhone peut-être de communiquer sur ces bandes, mais sur des réseaux terrestres. Des réseaux terrestres en réalité. Et en reversant une redevance à Globalstar qui lui possède ces bandes. C'est intéressant tout ça. Vous dites qu'aujourd'hui c'est pas possible, mais est-ce que demain ça le sera ? Est-ce qu'on peut imaginer dans quelques années avoir des satellites hyper puissants à des orbites relativement basses qui pourraient envoyer tellement de puissance finalement qu'un téléphone normal pourrait le recevoir et à ce moment-là concurrencer les opérateurs télécoms. Est-ce que c'est quelque chose à votre avis qui est envisageable ? Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas impossible. Et là, vraiment, c'est toute la recherche dans les antennes et les puissances acceptables aussi en émission, parce que pour avoir des plus petites antennes, il faut augmenter la fréquence, mais après, vous vous retrouvez dans des fréquences qui sont assez hautes, ça chauffe, ça rayonne, vous n'avez pas envie de transformer votre téléphone en micro-ondes. Et donc, non, là, surtout si on le tient à l'oreille. Oui, exactement. Et donc là, il faut trouver le bon compromis. Donc, je ne suis pas assez spécialiste en RF, je n'ai pas fait les recherches moi-même, mais effectivement, on sait que Apple, depuis 2019, a embauché une petite équipe pour réfléchir sur la connectivité satellitaire. Donc, ils s'intéressent de près au sujet. Donc de là à ce que quelque chose sorte, on peut l'imaginer. Je pense que c'est pas tout de suite aujourd'hui que ça va se passer, mais je pense que dans un futur qu'on connaîtra, c'est quelque chose qui n'est pas complètement possible. Et quand vous voyez par exemple, en fait, je veux dire le projet, mais c'est plus qu'un projet, c'est une réalité aujourd'hui, Starlink, vous vous dites que quand Elon Musk dit voilà, je vais lancer 30 000 satellites pour avoir une connexion de très très haut débit partout dans le monde, c'est quelque chose, c'est du fantasme ou c'est totalement possible? Non, c'est possible. Après, on peut se poser la question de l'intérêt et de l'usage de faire ce genre de constellation. Enfin, ils ont des ingénieurs absolument brillants qui réfléchissent sur des problèmes complexes. On pourrait se dire qu'en termes de hiérarchie de problèmes complexes, aujourd'hui, ceux sur l'urgence climatique sont peut-être plus importants que les constellations de satellites. Mais toujours est-il que
que, oui, c'est quelque chose. Aujourd'hui, ils en ont lancé 1500, je crois, quelque chose comme ça. Il y a un service qui est disponible. Vous pouvez acheter un kit. Même en France, d'ailleurs. Dans certaines régions de France, on peut tester Starlink. Donc, on parlait d'antenne. Là, aujourd'hui, typiquement pour capter Starlink, il faut la petite antenne motorisée, la parabole qui est grande comme ça, qu'on pose dans son jardin. Et ça marche pas en mobilité, ce truc-là. Et non, on est d'accord. Et puis, vous n'allez pas vous trimballer votre antenne comme ça avec vous dans la poche ou sur la voiture. Donc, voilà. Donc, ça, il y a quand même cette limitation-là aussi sur le satellite qui fait que c'est quand même aussi possiblement quelque chose d'hybride. Nous, c'est ce qu'on fait avec l'Internet des objets, c'est-à-dire qu'on crée des devices, des terminaux qui connectent à la fois un réseau terrestre quand on est emporté, parce qu'au milieu de la ville, le satellite, c'est pas terrible, il y a des immeubles, on le voit pas très bien. Bien sûr. Ça marche pas en indoor. Et quand on sort des zones connectées, donc sur 80% de la surface du globe en réalité, là, on se connecte au satellite. Et donc, on crée des devices qui, de manière transparente pour l'utilisateur, qui sont hybrides. Qui sont intelligents. Qui sont bimodes. Ouais, c'est ça. Et donc, on peut imaginer peut-être que les téléphones, ce sera comme ça. On peut aussi imaginer que on développe aussi cet outil-là pour l'IoT, mais on pourrait l'imaginer pour la téléphonie mobile, avoir un add-on, un device à côté, qui, sans être une grosse antenne parabolique comme celle de Starlink, a un petit objet auquel on se connecte en Bluetooth, par exemple, et qui, pour le coup, vous le mettez sur le toit de votre voiture, voire s'intégrer dans la voiture, et puis là, vous avez une connectivité satellitaire en vous connectant via cette passerelle, par exemple. On peut imaginer plein de choses comme ça. On pourrait donc avoir une connexion, on va dire, de qualité, même en mobilité, finalement, avec un satellite, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, la télé, tous ces services-là, ça se règle au millimètre près. Oui, bien sûr, mais effectivement. Mais la télé aujourd'hui, c'est les satellites géostationnaires. Oui, voilà, c'est ça, qui sont à 36 000. Voilà. Et ils ne bougent pas par rapport au sol. Il faut être très directionnel. Ouais. Là, l'idée de Starlink, c'est qu'on a tellement de satellites qu'en permanence, vous en avez 40 au-dessus de la tête. Donc, vous n'avez pas de question de je suis persuadé que Elon Musk, dans quelques mois ou quelques années, va nous sortir un appareil encore plus miniaturisé. Et peut-être qu'il a ça aussi dans l'esprit, qu'avec sa constellation de 30 000 satellites, demain, on pourrait avoir de la mobilité, enfin de l'Internet en mobilité aussi avec ce service-là. Possiblement. Ouais. Après, il reste la question ensuite économique. Si vous étiez un opérateur télécom, vous inquiéteriez de tout ça ou pas ? Je viens très, très, très près, mais ils le font déjà. Moi, je vais je ne suis pas allé cette année à cause du Covid, mais à Washington, tous les ans, il y a un salon qui s'appelle Satellite au mois d'avril, qui est le grand rassemblement du monde. Où là, on a toute la puissance qui est là-bas. Exactement. Quoi. Et il y a 3 ans déjà, j'ai vu Orange, Bouygues. Ils jettent un œil là-dessus. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils viennent voir. C'est normal, c'est potentiellement, comme vous dites, une menace de taille. Donc, je crois plutôt à l'hybridation, encore une fois, parce que le satellite en indoor, ici, typiquement, dans ce studio, oui, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc voilà, mais il y aura peut-être un partage de revenus à un moment qu'il va falloir faire, et là, du coup, il va falloir réfléchir un peu à l'équation économique de tout le monde. Et puis, qui dit que demain, les GAFA ne lanceront pas leur propre service par Internet directement. Possiblement. Pour se connecter. Ils avaient commencé à réfléchir. Facebook, comme vous le savez, ils ont un peu mis le pause parce que c'est des investissements colossaux et donc ils ne sont pas tout à fait sûrs que l'équation économique boucle, mais en tout cas, techniquement et intellectuellement, c'est des choses qu'ils peuvent penser. Oui. Merci beaucoup Alexandre, c'était très intéressant et voilà, c'est bien aussi de tordre un peu le cou aux idées reçues. Alors rappelons qu'on enregistre ce rendez-vous avant l'annonce de l'iPhone 13. Si maintenant ils y arrivent, écoutez, vous reviendrez pour nous expliquer comment ils font. Pourquoi j'ai fait une mauvaise analyse. Parfait. Je pense pas que vous vous trompiez quand même. Merci beaucoup et rappelons que vous êtes le CEO de Kineis parce qu'on a aussi des pépites Space Tech en France et ça fait vraiment plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup. Merci beaucoup François. Ce de quoi je me mêle est terminé. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver tout le contenu de 01 TV sur l'appli RMC BFM Play qui a été lancée il y a quelques semaines de cela, que vous pourrez retrouver sur votre iPhone, sur votre Android, sur les tablettes, etc. Et vous avez à la fois les flux de toutes les chaînes du groupe, Altis Media, donc 01 TV, mais aussi tous les replays des émissions. Et c'est totalement gratuit, bien sûr, il suffit de vous inscrire. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Portez-vous bien, à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.